Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans ce podcast mon amie Linda Kier. Linda, on va aller direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ok, merci, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Alors moi, je m'appelle Linda Kier, je suis manager de l'acceptance pour le delivery de la Coupe du Monde de rugby et des JO. Et je suis une agiliste convaincue depuis des années. D'accord. Et comment tu es arrivée à ce poste-là, en fait, Linda ? Alors, j'imagine que tu sors pas de l'école direct. Comment tu es arrivée à ce poste-là ? Alors, je suis le fruit d'une reconversion professionnelle, réussite pour le coup. Moi, avant, j'étais plutôt dans le management de la communication et du marketing digital. Je suis devenue PO grâce à une opportunité. Et de PO, en fait, je suis passée manager de projet informatique. Et j'ai pu entrer dans la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est Orange. Et après 3 ans de product owner et de product management, j'ai beaucoup tapé aux portes des projets JO pour montrer que moi j'y étais, que je voulais en faire partie surtout, mais que j'avais déjà fait ça dans mon passé, puisque dans le début de carrière, en fait, j'étais plutôt dans les centres d'accréditation et de médias pour les événements internationaux sportifs. Voilà, donc j'ai fait une Coupe du Monde en Afrique au Bénin, j'ai fait les JO du Pacifique, le meilleur souvenir que je puisse avoir, je pense, des JO, puisque c'était plein de couleurs, des courses de VAR, enfin des choses un peu différentes de ce qu'on peut connaître à Paris. Et donc voilà, j'ai valorisé en fait mon passé et surtout qui je suis maintenant et toutes mes appétences techniques. Voilà. D'accord. Une femme dans l'IT, c'est un sujet brûlant en ce moment. Alors, je milite pour les femmes dans l'IT activement grâce à mon rôle de mentor. Je mentor nos quartiers ont des talents. Et en fait, quand j'ai des jeunes, et surtout des jeunes femmes, qui recherchent souvent dans la com, dans le marketing, enfin tous les métiers qu'on connaît bien tous et qui sont super bouchés, je leur dis, mais faites comme moi, hein. Allez dans l'informatique, vous allez voir, l'ingénierie, c'est génial. Moi, je milite pour. En plus, être une femme dans l'ingénierie, je trouve que c'est vraiment bien parce que on pense vraiment différemment. Moi, on reconnaît beaucoup mon ouverture d'esprit qui est assez détonnante dans ce genre de milieu. Et puis, là, tu vois, par exemple, je viens d'envoyer ma soutenance à Télécom Paris pour valider le niveau ingénieur télécom. Donc, comme quoi, hein, tout peut arriver. Eh bien, quel parcours, Linda. Allez, on va aller direct sur le vif du sujet. Ouais. Aujourd'hui, il y a une thématique que j'ai envie d'aborder. Et si t'es OK, on va partir là-dedans. C'est comment on peut valoriser l'échec dans une équipe ? Alors, c'est un vaste sujet. Moi, je trouve que c'est le sujet du moment, justement, qui devrait faire des émules cette considération de l'échec. Souvent, en France, on se dit que l'échec, c'est quelque chose qu'on a mal fait. On cherche un responsable, premièrement. Voilà, pour moi, c'est vraiment le truc à pas faire et je pense qu'on est beaucoup à le penser. C'est arrêtons d'essayer de cibler et de savoir qui a mal fait. Mais plutôt revenons à l'essence du pourquoi on a mal fait. Et pourquoi on a mal fait, mais c'est collectivement parce que quand il y a une erreur qui est faite, en fait, nous, en tant qu'acteurs du projet et de l'équipe, on la laisse passer, cette erreur. En fait, il y a personne qui dit je lève le doigt et peut-être que ce que tu es en train de faire, je suis pas sûre que ça va marcher et c'est peut-être une erreur. Viens, on la regarde un peu plus ensemble. Mais en toute bienveillance, bien sûr, parce que je pense que c'est hyper important. En fait, de savoir le dire, de pouvoir le recevoir quand on est en erreur aussi, ça peut être compliqué, hein. En se disant on est souvent dans de la surréaction en tant qu'humain, en se disant oh là là, j'ai mal fait, je vais pas voir ci, je vais pas voir ça, les conséquences vont être énormes, un tel va penser que on enclenche un truc mentalement qui fait que on n'arrive pas à stopper la machine. Alors que forcément, en fait, un échec peut être salvateur pour un projet. Pourquoi ? Parce que quand on commence par un échec, on l'analyse et on le perçoit.
soit on fait vraiment une rétro dessus en se disant voilà, on n'a pas réussi là, on n'a pas atteint le niveau attendu. C'est peut-être aussi la bonne façon de le dire. On n'a pas attendu le bon niveau attendu dans l'équipe. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est juste pénalisé parce qu'au départ, on n'a pas vu qu'il y avait autant de ponts au mois de mai. Ce qui va peut-être arriver là cette année. Il y a énormément de ponts. Je pense qu'on va tous essayer d'en profiter. Humainement et collectivement, ça va impacter l'équipe forcément. Si on s'en parle pas en amont, si tout le monde se fait un petit peu aussi ce qu'il a envie, qui prend ses congés, qui se dit non, moi pendant un mois je suis off et que moi j'ai besoin de telle personne pour travailler, oui, je vais me retrouver en difficulté et ça va se ressentir sur toute l'équipe. D'accord. Comment? Parce que c'est difficile, tu vois. Moi j'étais développeur pendant plus de 10 ans. Dans certaines boîtes c'était ok. Oui. Et dans d'autres boîtes c'était compliqué où on a un peu la culture du blâme hein, quand on est dans des projets informatiques gros. Forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Le plan ne se déroule pas comme prévu. Jamais. Et puis des fois, il peut y avoir des erreurs. Et forcément, il y a de la pression. Comment tu fais pour dégager justement de cette culture du blâme? Comment tu fais pour donner confiance à toutes ces personnes-là? Et puis, est-ce que tu as un exemple à nous partager sur ça? Ouais, je vais partager un exemple. Je pense que ce qui est important, et c'est aussi, moi, c'est très en lien avec mon passé, puisque je t'ai dit, je suis une reconversion. Moi, je me suis lancée, dans un métier hyper différent de ce que je faisais avant. Mais pourquoi? Parce que le constat était que, il y a certaines filières qui étaient plus difficilement atteignables. Ou, l'objectif que moi je m'étais fixé personnellement n'était pas atteignable via cette filière-là. Donc, j'ai switché. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que quand on envoie un CV, on va mettre dans une case quelqu'un. Donc moi, on me mettait dans la case sport de haut niveau. Sauf qu'il n'y a pas énormément d'événementiel dans le sport de haut niveau. Donc c'est compliqué. Après, on met dans la case marketing comme OK. Et en fait, j'ai beaucoup changé pour toujours essayer d'aller de l'avant et ça devenait limite un reproche. Donc je prends l'exemple là du CV. Mais il y a un moment où dans ma tête, j'ai switché et je me suis rendu compte qu'en fait, ce reproche, qui pouvait être légitime en première lisibilité, en fait, c'était ma force. Parce qu'avoir une vision de 360, avoir vu différentes industries, différentes façons de faire, différentes méthodes, me permettait maintenant d'avoir en fait beaucoup de recul sur ce que je fais et comment on va aborder les choses. Et toujours en me disant, attends, je vais demander quand même à la supply chain comment eux, ils envisagent le process. Parce que si on n'est pas aligné, moi, delivery, ça va pas marcher. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est état d'esprit et c'est se dire, c'est une force. Et là, concrètement, sur un des projets que j'ai eu dans une des entreprises, il y a eu un vrai échec qui a coûté un peu d'argent et de temps de développement assez énorme. Et cet échec, il revenait souvent. C'était sur, un développement d'une façon de visualiser une ingénierie. Je vais rester hyper macro. Et en fait, à force de creuser et de dire, OK, donc ça n'a pas réussi, mais en fait, pourquoi le sujet est passé de ma main à telle main? Je sais pas. OK, mais qui a pris telle décision? Je sais pas. Et pourquoi on a pris telle décision? Je sais pas. Donc en fait, il y avait eu une espèce de règle tacite qui s'était formée, on ne sait pas comment, dans ce projet-là, qui avait amené à un échec et que, en fait, sans poser la question du pourquoi, et le pourquoi il est arrivé trop tard en fait. On n'a pas réussi à trouver on n'a pas réussi du coup à apprendre de ça. Et le fait de se dire que maintenant, je sais qu'il est primordial et de toujours demander mais pourquoi? Qui, quand, comment et pourquoi. C'est vraiment pourquoi. C'est une règle. C'est beaucoup ce qu'on fait en amélioration continue, mais je pense qu'il faut vraiment l'appliquer aussi dans l'échec. Avant même qu'il arrive, là, j'ai pu dénouer un nœud très rapidement parce que j'ai juste dit, mais qui a pris la décision? Parce qu'on n'était pas parti sur ça. Mais qui a pris la décision? Et pourquoi? Et là, blanc total. Personne n'était capable de répondre. Donc, avant l'échec, j'ai pu rattraper le tir en disant, là, stop, en fait. On va revenir sur la voie initiale et puis on va réaiguiller le projet. Donc, c'est aussi, en fait, anticiper l'échec en comprenant comment il va arriver, déjà d'une pour moi, et être porteur. Et ne pas avoir peur, en fait, de poser la question. Ouais. Il y en a qui diront, t'es une tueuse. Mais attends, Linda, là, avant de passer dans tu es une tueuse, il y a un truc qui est important dans ce que t'as dit, C'est quand t'as dit qu'il y a personne qui est, je dis pas dénoncé, mais expliquer pourquoi ça a été un échec. Est-ce que tu penses les gens le savaient et du coup ils n'avaient pas la sécurité psychologique pour en parler? Ou soit l'échec c'est vraiment il y avait un manque de communication et on sait pas ce qui s'est passé en fait? Je pense que c'est les deux. Je pense que tu as raison sur les deux points. Quand tu n'assumes pas un échec, c'est un manque de sécurité. Forcément. Mais ce manque de sécurité, dans la plupart des grandes entreprises, c'est pas ton poste que tu joues, tu vois. Donc, il faut savoir le relativiser. Dans les petites entreprises où l'impact est plus fort financièrement, je pourrais pas me prononcer. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plus difficile d'être dans l'échec parce que l'impact, il est réel
et il peut mettre à mal toute une trésorerie. Par contre, quand on est noyé dans des grands groupes et dans des projets, je pense que c'est plus facile de dire effectivement, je suis pas sûr là de ce que je suis en train de faire. Vous en pensez quoi? Et là, à partir du moment où on commence aussi à réinclure tout le monde dans l'intelligence collective, même dans nos décisions, ça nous enlève pas la responsabilité. Elle devient partagée. Et surtout, quand on voit que ça va mal, il y en a toujours. J'espère qu'il y en a toujours un qui a un œil un peu moins dans le guidon et qui dit ouais, mais là je suis pas sûr parce que moi je sais que. Et là, il y a aussi, alors il y a l'intelligence collective, mais il y a aussi tout ce qui se passe à côté du projet, tous les débats, tout l'informel qu'il peut y avoir, tu vois, autour d'un café, ou d'un déjeuner, et qu'on n'a pas forcément sur le papier, d'infos qui arrivent comme ça, et les gens ne le partagent pas parce qu'ils n'en sentent pas la légitimité, ils n'y voient pas l'intérêt de partager cette information-là. Alors que généralement, le partage d'informations, quelle qu'elle soit, apporte et permet de sécuriser un projet. C'est important ce que tu dis là. Et comment tu détectes ça en fait? Parce que j'ai l'impression que tu arrives à voir, c'est quoi les drapeaux rouges et les drapeaux verts, les non-dits qui te fait dire qu'une personne, peut-être qu'elle sait, mais elle va pas dire ou elle va pas partager parce que elle a peur ou... C'est quoi ton truc? Alors franchement, c'est lié à la personnalité de la personne. Moi, j'aime bien travailler d'abord en one-to-one ou en trio. Tu vois, vraiment de façon très resserrée sur des sujets et sur une partie du sujet avec les experts, mais pas en grand meeting. Moi, les meetings déjà qui sont sur des 1 heure, généralement, ça sert à rien parce qu'on l'alimente juste pour l'alimenter, mais plutôt sur des petits formats avec peu de personnes. Et tu vois, après, tu prends tous ces avis. Déjà, la personne qui est un peu plus timide ou qui a peur de faire, tu vois, quelles sont ses vraies positions, tu vois, qu'elle n'aura pas, en fait, quand il y a du monde. Et ça, c'est aussi un vecteur d'échec. Ne pas assumer ses positions quand on est en groupe, c'est vecteur d'échec. Mais c'est très lié à une personnalité, à un passif d'entreprise aussi. Tu vois, si tu es dans une entreprise où la politique d'entreprise te dit les leaders ont toujours raison, forcément, quand tu es avec toutes les directions, même si tu vois que on va dans le mur et qu'on est en train de faire une usine à gaz, tu vas pas le dire. Mais tu vas le dire en off. Tu vois? Donc c'est cette place aussi, prendre sa place dans un groupe, ça peut être compliqué vu nos entreprises aussi, nos politiques d'entreprise très franco-françaises où je pense qu'on n'a pas cette place. Si t'as pas le bon galon, des fois tu peux pas te dire, alors que tu as l'expertise pour dire que ça ne va pas. Donc il y a vraiment cette analyse de la personne, je pense, et ce travail en huis clos d'abord. Ça veut pas dire qu'on va pas faire après des choses un peu plus amples et être plus transparent et dans de la présentation, mais vraiment apprendre avec qui on travaille. Moi, il y a un truc que j'adore faire quand je prends une mission. C'est dans le département, c'est faire des petits quarts d'heure avec les gens qui font partie du département et dire explique-moi ton métier. Voilà. Moi, je suis en écoute et je vais juste essayer de savoir avec qui je vais travailler en fait. C'est quoi son essence, c'est quoi son leitmotiv, c'est quoi qui l'anime, c'est quoi son purpose, tu vois, dans sa mission. Et généralement, c'est assez aidant pour le reste. Ouais, là clairement, tu fais preuve de leadership parce que tu vas voir les gens. C'est peut-être pas ton taf initial, mais tu vas les voir et t'essaies un peu de les mettre un peu en sécurité psychologique, les mettre à l'aise. Et comme tu dis, t'essaies de les comprendre leur personnalité, comment ils fonctionnent. Et peut-être qu'à partir de là, ouais, t'arrives à détecter les drapeaux rouges et les drapeaux verts. Je vois ce que tu fais, mais ça doit te prendre un temps de ouf, ça. T'as pas vu que t'es dans une grande boîte. Tu vas pas me dire que ton agenda, t'as des trous pour ça. Comment tu te dégages du temps dans ton agenda pour aller voir les gens en off comme ça? C'est super dur parce qu'en fait, des fois, surtout dans le temps où moi j'ai prévu de travailler sur mes livrables, on va dire. Et là, tu te dis bon allez, aujourd'hui j'attaque ça, c'est bon, je vais finir mon livrable, hop, je me mets sur mon PowerPoint. Et il y a un tel qui passe et puis tu sens que il y a un truc. Non, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire et ta projection de ta journée à toi. Tu te dis non, je vais prendre un petit quart d'heure, on va aller boire un café. Et en fait, ce café va te faire gagner du temps sur le reste, mais dans l'instant T, oui, t'as pas l'impression que ça te fasse gagner du temps, ça te retarde sur tes ambitions perso de ta journée. Et tu vois, je pense que quand on est dans cette démarche, il faut arrêter les to-do list de la journée. Parce que sinon, on est hyper déçus à la fin, on a l'impression d'avoir rien fait de nos objectifs. Donc, les to-do, là, faut les zapper. Et il faut justement saisir à chaque fois les occasions et savoir se les créer, tu vois. Et l'avantage, c'est qu'après, en fait, c'est les gens qui t'appellent. Moi, je demande presque plus rien. Et c'est les gens qui viennent à moi et qui me disent, bon, alors, viens, attends, j'ai un truc il faut que je te raconte un truc. Ok. Et du coup, t'es plus qu'en écoute en disant, bon, ok, donc, il va falloir qu'on fasse ça. Et derrière, tu peux enclencher les bonnes réunions, les bonnes branches de communication et puis monter des alertes si besoin est aussi, tu vois. Donc, alors moi, je dis jamais alerte. J'aime pas ce mot-là. C'est très particulier, mais je sais pas, je l'aime pas. Et du coup, je parle de point d'attention. D'accord. Parce que pour moi, alerter, enfin, c'est quelque chose, ça dépasse l'entendement, c'est la gravité, c'est le monde va s'écrouler, tu vois. Alors que non, venez, on fait des points d'attention, on va faire un focus sur un sujet du projet, puis on va faire attention que ça se passe bien. Et les gens de ton équipe, ils sont à l'aise sur ça, sur ces points d'attention? Alors, moi, j'en remonte pas autant que ça, parce que j'essaie d'abord les régler en one-to-one.
Souvent en déclenchant aussi des réunions derrière, ou en prenant des actions qui vont faire qu'on va avancer quand même. Et quand j'ai des points d'intention à monter, donc vraiment très basique, par mail, en disant voilà, j'estime que là, on va être en difficulté, je préviens la personne avant. Je dis ok, donc on a fait notre possible, on a discuté, on a essayé d'ouvrir nos chakras, mais là il va quand même y avoir un point où on va pas réussir à aller plus loin. Donc je te préviens, voilà, je vais faire un petit mail avec ma direction, point d'intention, il faut qu'ils soient au courant, peut-être qu'ils pourront nous aider. Voilà. Mais je ne fais jamais de mail dans ce sens-là, et même dans la plupart de mon fonctionnement, je préviens toujours les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que la réception d'un message, quel qu'il soit, il peut très vite être dégradé et mal perçu si on l'a pas expliqué en amont. Et on a pris une culture du mail qui est juste incroyable, alors qu'avant, il y avait la culture de la parole aussi. Tu vois, j'ai gardé ça les tribus Kanak aussi, mon immersion en tribu Kanak, où la parole était hyper importante. Et si tu avais donné ta parole, c'est bon, ta parole était donnée, donc de toute façon, tu pouvais pas faire autrement que le faire. Et je pense que c'est important de revenir aussi sur ça, sur l'interaction humaine, les relations humaines, et si je te dis que je vais le faire, je vais le faire. Normalement, j'ai pas besoin d'un mail pour me sécuriser ou te sécuriser, quoi. Je t'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Ouais, c'est important ce que tu dis là. Par contre, il y a un sujet qui me trotte là. Là, c'est facile d'aller voir les gens quand tu es sur place. Mais là, depuis la période Covid, on est en mode un peu hybride. Ouais. Donc vous êtes tous dans votre projet. Et là, tu me dis que tu travailles sur les JO. Donc forcément, il y a des gens qui sont à distance. Ouais. Comment tu arrives à jongler et avoir ces points d'attention avec ces personnes-là qui sont à distance? Parce que c'est pas la même énergie. Quand tu es sur place, tu peux aller prendre un café, et quand tu es à distance. Le Teams fonctionne très bien, ou le téléphone en fait. En fait, quand tu as commencé une relation et que tu as la confiance réciproque, et ça, alors faut toujours se dire, chez certains la confiance ça se gagne, chez certains elle est donnée directe. Quand tu as la base qui est la confiance, moi mon Teams juste avant toi, tu vois, j'ai pris un call Teams parce que il y avait un petit point et le réflexe ça a été de m'appeler pour me dire attends, il manque ça, attends, peut-être que je peux t'aider, peut-être que je peux et tu vois c'est devenu un nouveau réflexe en fait. Je pense que il faut faire ses armes, il faut faire des efforts aussi d'agenda personnel en professionnel, dans le sens où quand il y a un événement professionnel, c'est important d'y aller. Tu vois, souvent on se dit mais non, j'ai pas le temps, j'ai trop de réunions. Nous, il y a beaucoup d'événements pour rassembler les gens, que ce soit nous, les autres équipes qui sont sur le terrain. Même si c'est pas moi qui organise, je prends le temps d'y aller. Tu vois, je me dis non, il y en a 3, je vais au moins aller sur une journée. Et c'est pas grave, au bout d'un moment, je me mettrai au fond et puis je ferai un peu de team si besoin est. Mais je vais être plutôt là dans du temps passé avec l'autre. Tu vois, c'est vraiment cette construction, quoi. Mais toi, tu dégages du temps, justement, dans ton agenda? Ouais. Dans le sens où tu as peu des plages horaires, tu vas me dire comment tu fais. Tu te mets des plages horaires bloquées où justement tu peux papillonner, aller voir les gens. Mais s'il y a des gens, moi je les vois dans ma boîte, il y a plein de réunions, il y a plein d'interactions, il y a plein d'intervenants dans les projets. Et je vois qu'il y en a, leur agenda c'est Tetris. C'est un truc de fou, juste pour dégager 15 minutes. Et est-ce que toi, t'arrives justement à travailler avec ces personnes-là où leur agenda c'est Tetris level 10 quoi. Enfin, ces gens-là, tu vas déjeuner avec eux. Ouais. Déjà, tu leur imposes un déjeuner quand c'est du physique, tu vois. Et quand c'est quand vraiment physiquement c'est pas possible. Alors t'as les groupes WhatsApp, ça marche vachement bien aussi en pro. Franchement, le groupe WhatsApp ça peut aider. Et des fois, faut pas hésiter d'être le premier en fait ou la première à amorcer le sujet en disant tu vois là j'ai eu ça comme réunion, je suis pas sûre là. Et toi t'en penses quoi? Et tu vois, quand tu sens que c'est partagé, la personne elle va prendre le temps en fait de te répondre, tout simplement. Et il y a un autre travail aussi à faire pour ces gens-là. Moi, je leur ai dit toujours, ok, mais t'as tout ça à faire, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que t'as besoin d'être sur toutes ces réunions? Et comment toi, tu reprends le lead sur ton agenda aussi? C'est aussi beaucoup ça. Enfin, moi, j'ai arrêté, par exemple, les réunions où, en fait, c'est des réunions où je vais parce qu'on me demande d'y aller, mais au final, je fais mes PowerPoint à côté, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis là pour faire acte de présence et je pense que le présentiel, c'est pas un sujet dans nos projets, dans nos niveaux de compétences et de seniorité. Je pense que non, on n'a plus besoin de ça, quoi. Et voilà. Et parfois aussi savoir s'engager en disant non, mais là je vais lire ton CR et s'il y a une action pour moi sur le CR, je la prends et puis voilà. Au pire, je te refais un call. Ok. Donc vous avez des groupes WhatsApp où vous pouvez engager la conversation en mode un peu asynchrone. Ouais. Et là, pour revenir sur l'échec, comment valoriser l'échec en équipe? Là, on va partir du postulat où, ok, le groupe se parle. Ouais. Il y a la sécurité psychologique pour se dire, ça, je sens qu'on va dans le mur. Donc, on fait des points d'attention. J'allais dire alerte. Mais... Tu vas le garder? Mais comment tu gères justement ceux qui sont extérieurs au projet, comme les sponsors? Parce que là, on va prendre l'exemple. Là, c'est bientôt les JO. Là, je veux faire l'avocat du diable. Là, il y a une deadline. Comment tu gères ça? Mais moi, justement, j'adore ce type de projet parce que tu as une deadline.
Et en fait, quand tu as une deadline, tu vois bien que les gens n'ont pas le choix. Parce qu'on a tous en fait notre spectre et tu vois notre vision de la roadmap. Et en fait, si tu fais pas ton action et si tu la transformes pas dans les délais, tu mets en péril tout un cursus, tout un programme et bien plus comme on peut le voir. Donc c'est vraiment, tu peux quand même fonctionner avec, tu vois, une visibilité des risques et une approche de, c'est quoi l'erreur qu'on a fait et comment on va ne plus la faire et comment dans l'équipe on apprend à se parler. Mais en fait, il te faut un garde-fou. C'est-à-dire que moi, je joue ce rôle de garde-fou, tu vois, en questionnant, quelle que soit la réunion, si on est en équipe transverse où il y a du monde, tu vois, et on est plusieurs adhérents, ou alors juste mon équipe à moi, en disant, mais ok, mais là, on a fait ça. Est-ce que ça a vraiment marché? Bah non. Est-ce que c'est pas l'occasion de changer, d'essayer autre chose? Mais généralement, les gens ils te disent oui, tu vois, c'est aussi ça. C'est vraiment, tu incarnes la transformation, la remise en question, et du coup, le fait qu'on a chuté collectivement, on va réussir aussi collectivement. Donc, pour arriver à ce chemin-là, il faut se demander le pourquoi, et le pourquoi, il faut le demander en groupe, et vraiment identifier tous nos axes d'amélioration. Et là, sur les projets, tu vois, ça se passe quand même. Moi, du coup, en référence, j'avais un autre projet en amont, mais là, si tu veux, sur les JO, c'est plus comment on apprend à travailler tous ensemble. On se connaissait pas il y a à peine un an, on a tous onboardé à des moments différents. Moi, je fais partie de l'une des dernières qui a été onboardée, avec un sujet complètement inconnu de tous. Et puis, c'est de l'inédit. En fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est de l'inédit, préparer des jeux en France, personne ne l'a fait. Et puis, les prochains seront dans à peu près 100 ans. Donc, si tu veux, même nos Rex à nous, je sais pas qui va les utiliser. Mais quand t'as de l'inédit, t'as le droit de te tromper aussi. Mais dans les premières phases, dans tes phases d'apprentissage, et c'est aussi par le partage que tu te rends compte que non, c'est pas opérationnalisable, c'est pas faisable, on n'aura pas les moyens ou tu vois. Mais c'est en proposant souvent et régulièrement qu'on y arrive. D'accord. C'est aussi ça. Là, tu me parles de régulièrement et proposer. Ouais. Et là, vous faites le point sur ça. C'est quoi la fréquence? Tous les 2 semaines? Tous les mois? Ça dépend à quel niveau. Quand c'est du transverse, c'est toutes les 2 semaines. Ok. Mais c'est des points de jonction. C'est-à-dire que c'est toutes les 2 semaines. Mais moi, ça m'empêche pas, d'aller travailler unitairement avec des personnes de cette équipe. Tu vois. Et finalement, quand j'arrive à la réunion transverse, on a déjà vu les problèmes. Enfin, moi, j'ai plein de problèmes différents là, des sujets qui posent problème en tout cas. Et quand j'arrive à la réunion transverse, je sais, je les ai déjà identifiés, j'ai déjà commencé à parler en personne, et en fait, je suis plus dans une proposition d'action, tu vois. C'est avoir un coup d'avance aussi, toujours. Et c'est de se dire, c'est aussi un mindset où, mais c'est pas grave, j'ai un problème, mais j'ai toujours une solution. S'il n'y avait pas de solution, il n'y aurait pas de problème, tu vois. C'est vraiment ce mindset-là. Si les personnes l'ont pas, ça peut vite être aussi compliqué, tu vois. Et là, il faut savoir reprendre la main à ce moment-là et piloter. Parce que il y a la sécurité, comme tu l'as dit, personnelle, parce que il y a des biais cognitifs, il y a un passif dans certains projets, et on a tous dans une entreprise un projet qui est resté dans les annales, surtout informatique, parce que ça a jamais fonctionné, quoi. Tu vois? Et quand, par exemple, t'as des gens qui sortent de ce type de projet, ça peut être compliqué pour eux, de continuer à avancer, parce qu'ils ont l'impression d'avoir cette étiquette-là. Donc, faut les aider, et des fois, les aider, c'est aussi prendre en charge et prendre la main sur, je vais montrer la problématique, je vais la traiter avec toi. Mais en fait, c'est moi qui vais être responsable d'eux, tu vois, aux yeux des gens. D'accord. Et quand tu as vraiment des obstacles vraiment gênants pour l'équipe ou même pour les équipes transverses, là, tu as besoin des sponsors ou du top management. Comment tu t'y prends pour aller les voir? Parce que je vais te dire le mot. Comment tu fais pour les alerter? Parce que comme tu dis, si ces gens-là, ils sont extérieurs du projet, tu vois. Donc ils voient pas la vie d'équipe et tout. Donc si t'arrives, tu leur dis là, il y a un truc qui arrive là, ils vont flipper. Comment tu fais pour justement leur dire que t'as besoin d'eux pour justement débloquer la situation? Écoute, en fait, je trouve que ça dépend vachement de ton sponsor. Sur un autre projet, il y a une sponsor qui était limite en micromanagement, quoi. T'avais pas l'impression que c'était une sponsor, t'avais plutôt l'impression que c'était un business owner. C'était très très présente. Mais du coup, ce niveau de présence, tu vois, de surprésence, quand dans une équipe, t'as les aléas. Enfin, une équipe, c'est pas tous les jours rose. On n'est pas forcément d'accord avec la façon de faire, la façon de déployer. Le traitement des tickets. On est presque jamais d'accord d'ailleurs. Et quand t'as ce niveau-là de détail, t'as l'impression que ton projet au global, ton programme, il est pas bien parti. Donc tu vois, c'est aussi ça, c'est de pouvoir aussi dire à un sponsor, mais en fait, ce que tu vois, c'est pas la réalité, c'est la réalité d'une vie quotidienne. Mais le quotidien n'est pas garant de la réussite du projet au global. Donc tu vois, c'est des fois aussi les aider à prendre un pas de recul. Et du coup, à contrario, quand tu as un sponsor qui est vraiment en termes de sponsor et qui est assez en macro et qui regarde juste la viabilité du projet, des coûts, des délais, dans ces cas-là, en fait, c'est vrai qu'il faut savoir l'informer. Et ce que je fais, c'est que moi, régulièrement, de toute façon, j'informe ma N+1, du coup, ma référente managériale, de l'étendue du projet et de ce que je pense qui peut un peu partir en live, on va dire.
Et donc, elle a ce niveau d'information. Ça vient de moi, déjà. Donc, je maîtrise ce que je lui dis. Et je lui donne une vision qui est la plus réelle possible. Donc, je mets pas d'émotion, premièrement, et je reste sur des faits. Hyper important. Et vu que moi, je lui ai donné ce niveau d'information, elle, derrière, pareil, quand elle va rendre des comptes un peu plus haut, elle saura sur quoi se baser. Donc, régulièrement, en fait, je fais ce type de point, de Rex, où je dis, là, on en est là on va là, et là, il y a peut-être un risque. Et en étant, en fait, hyper transparent sur là où t'es, même si tu as des difficultés, le dire. Moi, je le dis souvent quand j'ai des difficultés, j'ose vraiment le dire en disant, telle partie, tel chantier, ça va pas et je pense qu'il y aura un problème et voilà pourquoi je pense que ça ne va pas. Et derrière, je pense que ça aide vraiment aussi à avoir une vision claire et du coup, sans ces biais cognitifs de la part des sponsors. Pour moi, c'est hyper important de penser à juste être là en soutien à la décision. Finalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est prendre des décisions. Pour prendre des décisions, ils doivent avoir une vision 360, mais sans rentrer dans le détail. Donc ouais, c'est plutôt comme ça que je me positionne. D'accord. Pour clôturer sur ce sujet, qu'est-ce que tu recommanderais pour des personnes qui sont confrontées à ça, à l'échec ou à des problèmes à venir? Qu'est-ce que tu peux recommander? Parce que on va se dire les choses, Linda, des gens comme toi, avec ce leadership-là, ça court pas toutes les rues. Et un leader, c'est aussi fait pour former d'autres leaders. Qu'est-ce que tu recommanderais pour des personnes qui débutent à ce poste-là et qu'est-ce que tu leur dirais justement pour débloquer les chakras ou comment y aller au charbon? Alors déjà, c'est peut-être facile à dire, mais moi je vous dirais, moi je suis ravie. Moi quand je fais un retour d'expérience sur mes années, mes échecs, mais je suis super contente en fait. Parce que là où je suis aujourd'hui, les capacités que j'ai à prendre des décisions, à aider à prendre des décisions, à me positionner, c'est aussi parce que juste avant, j'ai fait du test and learn, quoi. Je suis tombée, mais j'ai su me relever. En fait, c'est pas la chute qui est importante, c'est comment on s'en relève. Pour moi, c'est hyper important de s'armer pour pouvoir se relever. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte, en fait, de faire un échec. Si entre nous, entre collaborateurs, on est beaucoup à avoir le même type de projet, de métier, d'ambition. Si entre nous déjà, on avait un petit une espèce de soupape de sécurité, on pouvait aller échanger et dire là je suis sur tel projet, je suis pas sûre de moi, est-ce que ça t'est arrivé? Et tu vois, être dans de l'échange en fait, et peut-être hors des murs de l'entreprise aussi, tu vois, ça pourrait alimenter cette avancée et toujours aller vers l'avant et savoir que on va se relever quoi qu'il arrive. Donc faut penser à ça. Je vais me relever, peut-être un peu dur sur le moment, mais je vais me relever et du coup, c'est à moi de décider comment je vais me relever. D'accord. Je pense que c'est vraiment le mindset qu'on y met. Ok Linda, écoute, on approche de la fin. J'ai l'habitude de terminer par des petites questions un peu plus humaines. Ok, vas-y. T'es pas obligé de répondre, mais généralement je ne coince jamais les gens. Ça marche. Comme je sais que t'es une bonne cliente, on va commencer doucement. Si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Alors franchement, ça serait... alors, je suis très sportive, donc j'irai pas sur le sport parce que j'arrive à le mettre dans mes 24 heures. Mais moi, je kifferais en fait avoir des moments genre visiter plein de lieux insolites avec des amis et je sais pas, un spa dans la jungle, tu vois, un restaurant suspendu dans les airs, enfin faire vraiment des choses mais hyper différentes et bien entourées. Voilà, un peu plus de kiff, je pense, avec des amis, c'est ce qui me manque. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Si tu devrais faire un autre travail que celui que tu as actuellement, tu ferais quoi en fait? C'est difficile parce que j'aime vraiment ce que je fais, mais vu que j'anticipe l'avenir, je vais aller sur le prochain poste que j'aimerais avoir. Moi, j'aimerais aller dans de la data et de l'IA inclusive. Voilà, avec cette version inclusive, faire en sorte que toutes les prochaines évolutions data IA prennent en compte l'ensemble de l'humanité, en fait. D'accord. Et quel est le défaut que tes amis te disent sur toi? Trop empathique. Dans quel sens? Est-ce que tu veux détailler? Je fais beaucoup attention aux autres et des fois un peu trop par rapport à moi, tu vois. Je vais mettre le besoin du collectif en avant et pas forcément le mien. D'accord. Comment tu te connectes le soir après des journées aussi denses? Alors moi je fais... Alors je drop des barres. C'est-à-dire que je suis adepte de crossfit ou d'haltérophilie. Et en fait quand on m'a beaucoup énervé dans ma journée, j'adore un truc, c'est prendre une barre. Donc une barre d'haltérophilie que je charge parce que voilà, j'ai envie de me dépasser. Et généralement, au lieu de la poser délicatement sur le sol, je la prends et je la jette. On appelle ça dropper une barre. C'est tout ce qu'il faut pas faire parce que ça tue la barre, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, c'est mon mais tu fais ça en salle de sport, tu fais pas peur les gens. Ouais. Pas encore. Et tu vois, quand j'ai fait ça, tout va mieux. Le lendemain, je reviens avec le smile, même si, en fait, ça a été très compliqué avec toi. Ok, Linda. Et c'est quoi la morning routine de Linda le matin? Alors, le petit-déj, c'est hyper important. Le petit-déj, avec un petit télématin pour s'informer de ce qui se passe et avoir aussi
voilà, voir autre chose, un peu plus fun et un peu plus déconnecté du monde et des soucis du monde. Et puis se préparer, se motiver mentalement à passer la journée. Et comment tu fais ça justement? Ça passe en musique, ça passe en faisant du sport? Alors non, le sport pas le matin que le soir, mais du coup ouais c'est tu vois quand je me prépare avant de sortir, c'est de me dire bah ouais là je vais faire ça, mais dans ma journée ça va être cool. Et je vais trouver le point le plus cool de mon agenda pour me motiver, tu vois. Et après oui quand je marche et quand je suis dans les transports, soit je lis, soit j'ai un peu de musique. Ouais. Le problème après c'est quand j'ai la musique toute la journée, tu vois ça peut être difficile pour mes collègues. Est-ce que tu chantes bien, Linda? Mais pas du tout. Dans une autre vie peut-être, mais là dans le monde réel non. Pas du tout. Je dis ça peut être difficile pour mes collègues. Là, t'habites sur Paris, aux alentours de la région parisienne. Est-ce qu'il y a une ville où tu aimerais habiter plus tard? Une ville? N'importe où dans le monde? Ouais, n'importe où dans le monde. Alors, j'aime beaucoup Paris, dans la région parisienne. Mais je pense que je retournerai à Nouméa, ouais. Moi, j'ai vécu du coup en Calédonie et c'était quand même pas mal. Donc, ouais, Nouméa, je pense. T'es né là-bas, c'est ça? Ou t'as vécu là-bas? Non, en fait, je suis partie, après mes études, je suis partie là-bas en mode sac à dos à la découverte du pays et surtout à la découverte des tribus Kanak, du coup, avec qui j'ai pu vivre. Ouais, c'était plutôt un voyage d'introspection et j'avais envie de découvrir une nouvelle culture. Donc voilà. Donc c'est émotionnellement très en lien avec ma personnalité d'aujourd'hui et voilà avec ce que j'ai pu faire de plus extraordinaire dans ma vie. Attends, là, tu viens de dropper un truc de fou, là. Il faut que tu nous vendes plus Nouméa, là. Qu'est-ce que tu as aimé chez Nouméa? Qu'est-ce que tu détailles, là? Alors c'est une super, c'est une ambiance de vie. Ça reste une île, donc on vit sur une île quand même. Il fait beau tout le temps. C'est paradisiaque comme vue. Le lagon est magnifique. Les animaux sont extraordinaires aussi. J'ai vu des dauphins sauvages, des raies mantas. Il y a quand même une qualité de vie qui est exceptionnelle sur un territoire français. Donc ça aide quand même aussi sur certains types administrativement parlant, on va dire. Et les tribus Kanak, ouais. Moi j'ai adoré faire le tour. Et en fait, découvrir c'est quoi leur sens dans la vie. En fait, ces tribus-là, elles vivent isolées un petit peu du reste de la population. Et dans le sens où, en fait, elles ne travaillent que pour vivre. Donc, elles vont travailler au champ, à la mer, pour récolter leur vivre. Et si elles doivent faire un travail à l'extérieur, ils vont envoyer un membre de la tribu le faire pour rapporter un peu d'argent. Mais c'est parce que l'un d'eux sera malade ou qu'il y a un mariage, ou voilà. Et je trouve ça extraordinaire, parce que quand on est dans une société très française, et même à Nouméa, pendant 3 mois, on peut savoir qu'un collaborateur kanak ne revient pas. Mais c'est normal, en fait. C'est en toute normalité. Il ne vient pas parce que il a pas le besoin de travailler. Donc, il va pas revenir dans l'entreprise. Donc, tu vois, je me dis, mais c'est une liberté qui est dingue, quoi. Donc, ouais, ils m'ont assez impressionné. T'es resté combien de temps là-bas? 1 an. 1 an? Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, et t'as fait quoi? C'était un congé sabbatique ou c'était non, c'était juste après mes études. Du coup, tu sais, c'est quand tu recherches un peu un emploi et que tu travailles, c'est difficile à trouver. Donc, en fait, je m'étais dit, c'est pas grave, je cherche un emploi. Et puis, je faisais plein de petits jobs à côté pour me dire, je vais avoir un budget pour le faire, pour faire ce voyage de vie. Et du coup, je suis partie sur ce voyage de vie qui a tout changé puisque, en fait, c'est là-bas que j'ai trouvé un premier poste dans les Jeux du Pacifique. Et du coup, c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis sur les JO à Paris, tu vois. Parce que j'ai travaillé là-bas dans les Jeux du Pacifique. D'accord. Donc, tu vois, comme quoi le destin est juste incroyable. Eh ben. Et t'as travaillé là-bas, du coup, pour un peu... T'as fait quoi comme boulot là-bas? Moi, je suis partie en mode sac à dos toute seule. Faut le savoir, je connaissais personne et tout, sac à dos. Donc, ce qui est génial, c'est que tu fais plein de rencontres quand t'es seule. J'ai commencé très basiquement. Moi, j'arrive en auberge jeunesse. On fait un peu de monde. On essaie de prendre un peu la température, comment on vit vraiment sur l'île. Et après, le premier truc, c'était de trouver un appart et un job. Et voilà. D'accord. Donc, refaire tout à zéro à l'autre bout du monde, loin de tout le monde. Et t'as pas envie de retourner là-bas, là surtout en ce moment, sans Paris, où ça brûle un peu que les photos m'inspirent. En fait, tu sais, j'ai fait de l'ancrage mémoriel là-bas. Et notamment sur une des scènes que j'ai pu vivre, qui était juste extraordinaire. Avant le coucher de soleil, j'ai fait du kayak. On était en grande mer, donc on était sur un bateau. Puis j'ai pris le kayak, parce que le mec avait un kayak. Donc j'ai pris le kayak, j'ai fait du kayak. Et les couleurs étaient juste somptueuses. Et je me suis dit, mais là, ce moment-là, il faut que tu te le rappelles. Il faut que tu l'ancres dans ta mémoire. Et quand t'as un coup de mou, quand ça va pas, pense à ça. Tu vois, et cet ancrage mémoriel aussi m'aide au quotidien, en fait, en me disant, ouais, mais ça, c'était top, en fait. Et tu ressens les émotions et tout. Enfin, tu vois, quand t'arrives à te concentrer sur un moment, même sans une photo, et justement sans une photo, t'arrives après à ressentir plein d'émotions. Donc, si l'envie me manque, mais moi, je suis quand même revenue parce que ma famille me manquait, et que c'est top de vivre sur une île, mais c'est vrai que quand t'es pas entouré, tu t'ennuies un peu quand même. Hein. Tu fais vite le tour. Voilà. Donc, je suis revenue pour la famille et je regrette pas. Ouais, ça se sent. T'es passionnée. Et si ça voit pas, on le sent direct, Linda. C'est quoi la meilleure période pour aller à Nouméa, Linda? Franchement, je te conseille décembre. Hein. C'est l'été là-bas, décembre, janvier, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord. C'est bien là-bas. Hein. Ok.
on arrive à la fin, Linda. Comme je l'espérais, t'étais une bonne cliente. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net, Linda? Sur LinkedIn, j'imagine? Sur LinkedIn, ouais, principalement sur LinkedIn. Et puis, j'espère très bientôt sur des lives sur LinkedIn. Un nouveau projet, nouvelle vie. Ouais. Live sur LinkedIn? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal aussi se renouveler et puis changer un petit peu les formats et partager surtout. D'accord. Réussir à partager via Link. Eh bien, ça marche, Linda. Merci d'être venue. Ben, merci beaucoup. Et on va te revoir. Je sens qu'on va te revoir. Merci, Linda. Merci, à très vite. Au revoir. Salut. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.